Imaginez le plus beau jour de votre vie, la robe blanche, les fleurs, la promesse d'un avenir radieux, et soudain une ombre du passé surgit, non pas pour s'opposer, mais pour tout emporter. L'histoire que vous allez entendre n'est pas un conte de fées, c'est le récit d'un amour si puissant qu'il a défié la raison, la loi et même le destin. Accrochez-vous, car un seul homme et 3 mots prononcés dans un micro ont suffi à faire basculer la vie de tous les personnages de cette histoire, pour toujours. Julien Moreau était un homme façonné par la discipline et le devoir. Chasseur parachutiste au 1er RCP, il avait passé la dernière année loin de sa ville natale, Lyon, loin de tout ce qui comptait vraiment, surtout loin de Léa Dubois. Ils se connaissaient depuis les bancs de l'école primaire, une amitié d'enfance qui, pour Julien, avait lentement mué en un amour profond et silencieux. Il n'avait jamais vraiment osé le lui avouer, se contentant d'être le bon ami, le confident. Pendant son absence, le monde avait continué de tourner. Léa, pragmatique et poussée par une mère soucieuse de sécurité financière, s'était fiancée à Antoine Fournier, un homme riche, héritier d'une dynastie de restaurateurs lyonnais, qui pouvait lui offrir une vie de confort et de prestige. Julien l'apprit par un simple texto, un coup de poignard numérique qui anéantit en 1 seconde tous les espoirs qu'il avait secrètement nourris. Le TGV filait à travers la campagne bourguignonne, un serpent d'acier glissant dans un flou de verre et d'or. Assis près de la fenêtre, Julien Moreau ne voyait rien du paysage. Son reflet, superposé au champ de colza, lui renvoyait l'image d'un étranger. Le visage était le sien, mais les yeux portaient le poids d'un désert lointain et d'une guerre intérieure bien plus violente. L'uniforme, impeccable, semblait une armure dérisoire contre la nouvelle qui venait de le frapper. Sur l'écran de son téléphone, le message de Lucie, la meilleure amie de Léa, brûlait encore ses rétines. « Elle se marie aujourd'hui, Julien, au domaine de la Source. Je suis désolée, désolée. » Le mot résonnait comme un écho creux dans le silence feutré du wagon. Le train ralentissait à l'approche de la gare de Lyon-Part-Dieu, mais pour Julien, le temps venait de s'arrêter brutalement. Son retour à la maison n'était plus une célébration, mais une course contre la montre pour assister à la fin de son propre monde. Une voix douce le tira de sa torpeur. « Vous n'avez pas l'air heureux de rentrer, jeune homme, » dit la vieille dame assise en face de lui, un sourire bienveillant plissant ses yeux. Julien essaya de composer un masque de politesse. « Je rentre, c'est déjà ça. » Sa propre voix lui parut rauque, lointaine. « Mais le cœur n'y est pas, n'est-ce pas ?» insista-t-elle gentiment. Il laissa échapper un soupir qui ressemblait à un aveu. « La femme que j'aime se marie aujourd'hui, avec un autre. » La dame eut un petit hoquet de surprise et de compassion. « Oh, mon pauvre garçon, elle ne vous a pas attendu. Attend-elle quelque chose qu'on n'a jamais promis ?» pensa Julien avec amertume. Il avait toujours cru que leur lien était une évidence, une chose si fondamentale qu'elle n'avait pas besoin de mots. Il avait eu tort, terriblement tort. Le train entra en gare dans un long sifflement et Julien se leva, son sac pesant 1 tonne sur son épaule. Pas à cause de son contenu, mais du poids de ses regrets. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, dans une suite luxueuse du domaine de la Source, Léa Dubois se regardait dans un miroir monumental. La robe, une création d'un couturier parisien, tombait en cascade de soie et de dentelle. Elle était l'image même de la perfection, une mariée de magazine. Lucie s'affairait autour d'elle, ajustant un pli invisible, le visage rayonnant d'une excitation presque excessive. « Tu es sublime, Léa, Antoine va tomber à la renverse. » Léa força un sourire. Elle devrait être heureuse, euphorique. Pourtant, une angoisse sourde lui serrait la poitrine. Elle se sentait comme une actrice dans un rôle trop grand pour elle. La bague de fiançailles à son doigt, un diamant d'une taille indécente, lui semblait lourde et froide. Elle pensait à son père décédé 5 ans plus tôt, qui lui avait toujours dit d'écouter son cœur. Mais le cœur, ces derniers temps, était un organe silencieux, éclipsé par la voix bien plus forte de la raison et celle de sa mère. L'accueil chez ses parents fut chaleureux mais maladroit. Sa mère pleurait de joie, son père lui serrait la main avec fierté. La table était mise, un festin l'attendait,
mais chaque bouchée avait un goût de cendre. Il répondait aux questions sur sa mission par des monosyllabes. Son esprit était ailleurs, au domaine de la source. Il imaginait Léa, sa Léa, souriant à un autre homme. La vision était insupportable. À peine le café servi, il se leva. « Je dois sortir, prendre l'air. » Ses parents, inquiets, ne protestèrent pas. Ils mirent son comportement sur le compte de la fatigue du voyage et du choc du retour. En silence, Julien descendit au garage. Il ne prit pas sa moto, trop bruyante, trop agressive. Il choisit la vieille Peugeot 205 de son père, une voiture discrète, presque invisible. Il glissa la clé dans le contact et le petit moteur s'éveilla dans un tout-sautement familier. Il n'avait pas de plan, juste une destination. Et une certitude, il ne pouvait pas la laisser faire. Le domaine de la source était un écrin de verdure niché dans les monts d'or. Des voitures de luxe encombraient le parking. Julien gara la modeste Peugeot à l'écart, sous un chêne centenaire. Son invitation, que Léa lui avait envoyée des mois plus tôt, au cas où, lui permit de franchir sans encombre le portail gardé par deux hommes en costume. Il entra dans le parc. La musique douce d'un quatuor à cordes flottait dans l'air, mêlée au parfum des pivoines et des rires légers des invités. Tout n'était que luxe, calme et volupté, un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage en lui. Au loin, sous une arche fleurie, il aperçut la cérémonie. Léa, de dos, était une vision en blanc. À côté d'elle, Antoine Fournier, petit et suffisant dans son costume sur mesure. Un serveur passa avec un plateau de coupes de champagne. Julien en prit une, la vida d'un trait, le liquide froid et pétillant lui donnant un courage qu'il ne possédait pas. Il commença à marcher. Droit devant, les invités s'écartaient sur son passage, intrigués puis mal à l'aise devant cet homme en treillis militaire qui fendait la foule avec une détermination glaciale. Le célébrant parlait d'union et de partage, des mots qui sonnaient faux aux oreilles de Julien. Il arriva juste derrière les mariés. Léa, sentant une présence, se retourna. Leurs yeux se croisèrent. Dans le regard de Léa, il vit un océan de surprise, de confusion, et peut-être, l'espace d'une seconde, un éclat de soulagement. Antoine, lui, le fusilla du regard, une lueur d'agacement et de mépris dans les yeux. Sans un mot, Julien contourna le couple et s'avança vers le célébrant. Il lui prit doucement le micro des mains. Le silence se fit, total, absolu. Seul le chant des oiseaux dans les arbres se faisait encore entendre. Le cœur de Julien battait à tout rompre dans sa poitrine, un tambour de guerre annonçant la bataille à venir. Il porta le micro à ses lèvres. Sa voix amplifiée résonna dans tout le domaine, claire et sans appel. « Léa sera à moi ». 3 mots, une déclaration de guerre, un murmure d'effroi parcourut l'assemblée. Antoine fit un pas vers lui, le visage déformé par la rage. « Moreau, qu'est-ce que tu fiches? Dégage !» Mais Julien ne le regardait plus. Son attention était entièrement tournée vers Léa. D'un geste calme, il plongea la main dans une grande poche de son pantalon et en sortit une grenade. Une réplique, un modèle d'entraînement, mais dans la panique générale, personne ne pouvait le savoir. Un cri d'horreur s'éleva. Les invités reculèrent, certains tombèrent dans leur précipitation. Le quatuor à cordes s'était tu. Le temps semblait suspendu, cristallisé autour du petit objet métallique et menaçant dans la main de Julien. Il n'avait plus besoin de parler. Son geste avait dit tout le désespoir et toute la détermination du monde. Ignorant Antoine, qui était désormais pétrifié, Julien s'approcha de Léa et lui prit la main. Sa peau était glacée. « Viens avec moi ». Ce n'était pas une question, mais un ordre murmuré avec une douceur terrifiante. Abasourdie, incapable de réfléchir, elle le suivit. Il la guida à travers la foule paralysée, la grenade toujours ostensiblement tenue dans son autre main, un talisman macabre qui leur ouvrait le passage. Personne n'osa intervenir. Les gardes du corps d'Antoine étaient figés, tout comme leur patron. Ils traversèrent le parc, le gravier crissant, sous les escarpins de satin de Léa et les rangers de Julien. Le bruit semblait assourdissant dans le silence de mort qui s'était abattu sur la fête. Il la fit monter dans la vieille Peugeot, dont la portière passager grinça lamentablement. Il jeta la grenade sur le siège arrière, prit le volant et démarra en trombe, laissant derrière lui un mariage brisé et une centaine de témoins médusés.
La petite voiture bondissait sur les routes sinueuses qui redescendaient vers Lyon. Léa était silencieuse, en état de choc. Sa robe magnifique remplissait l'habitacle exigu, les volants de soie se coinçant contre le levier de vitesse. Enfin la parole lui revint, dans un cri de fureur et d'incompréhension. « Mais tu es complètement fou. Julien, arrête cette voiture, tu as tout gâché. » Il ne la regarda pas, les yeux rivés sur la route. « J'ai gâché quoi? Ta vente aux enchères? Tu n'allais pas l'épouser, Léa, pas lui. » Sa voix était dure, pleine d'une souffrance qui éclatait enfin. « Tu n'as aucun droit de décider pour moi, c'est ma vie, » hurla-t-elle, des larmes de rage coulant sur son maquillage parfait. « Je t'aime, Léa, » lança-t-il, comme si c'était la seule explication possible. « Je t'aime depuis toujours. Je n'aurais jamais dû te laisser sans te le dire. Je suis rentré pour toi. » Ces mots, qu'elle avait peut-être attendus autrefois, sonnaient maintenant comme la justification d'un acte de folie. Le crépuscule tombait, teintant le ciel de violet et d'orange. Julien avait quitté l'axe principal, s'engageant sur une petite route forestière qu'il connaissait à peine, cherchant à se perdre, à disparaître. Un des phares de la Peugeot était grillé, projetant un unique faisceau de lumière jaunâtre qui dansait sur les troncs d'arbres. La route était mauvaise, pleine de nids de poules. Léa s'était tue, prostrée. Julien roulait trop vite, poussé par l'adrénaline et le désespoir. Soudain, une forme sombre traversa le halo de lumière. Un chevreuil. D'un coup de volant instinctif, Julien l'évita, mais la voiture dérapa sur les graviers. Il perdit le contrôle. La Peugeot quitta la route et alla percuter de plein fouet un énorme chêne qui était tombé en travers du chemin. Le choc fut d'une violence inouïe. Le bruit du métal froissé, du verre qui explose. La tête de Léa heurta la vitre latérale. Puis, plus rien. Le silence total, seulement troublé par le sifflement de la vapeur s'échappant du radiateur crevé. Non loin de là, dans une cabane en rondin, un homme affûtait la lame de sa hache. Sylvain vivait ici, en gardien silencieux de cette forêt du parc du Pilat. Le bruit sourd du choc, suivi d'un silence anormal, le fit sursauter. Ce n'était pas un bruit habituel de la forêt. Prenant une puissante lampe torche, il s'enfonça dans les bois en direction du son. Quelques minutes plus tard, son faisceau lumineux éclaira la scène de l'accident. Une petite voiture, encastrée dans le vieux chêne tombé, la portière conducteur s'ouvrit et une silhouette en uniforme militaire en sortit en titubant, avant de s'effondrer sur la mousse. Sylvain se précipita. Le jeune homme était sonné, mais semblait indemne. « Ça va » demanda Sylvain d'une voix grave. Julien grogna une réponse inintelligible. Sylvain dirigea alors sa lampe vers le siège passager. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Une jeune femme en robe de mariée, inconsciente, des fleurs dans ses cheveux emmêlés, une vision surréaliste, une fée des bois échouée dans un accident de la route. Sylvain vérifia le pouls de Léa. Il était faible, mais régulier. Elle vivait. Avec une infinie précaution, il la dégagea de l'enchevêtrement de la portière et la prit dans ses bras. Elle était étonnamment légère. Sa tête reposa contre son épaule et un parfum de fleurs et de panique se dégagea d'elle. « Je reviens te chercher » lança-t-il à Julien, qui était toujours assis par terre, la tête entre les mains. Mais le soldat ne semblait pas l'entendre. D'un pas rapide et sûr, Sylvain regagna sa cabane, portant son fardeau précieux. Il la déposa sur son propre lit, la recouvrit d'une épaisse couverture en laine. Il alluma quelques bougies et une vieille lampe à pétrole, qui projetèrent une lumière douce et chaude dans la pièce. La jeune femme ressemblait à une princesse endormie d'un conte oublié. Il devait retourner aider l'autre homme. Il quitta la cabane, laissant la porte entr'ouverte pour une grosse chatte tricolore qui vint aussitôt se blottir près de l'inconnu. Quand Sylvain revint sur les lieux de l'accident, il n'y avait plus personne. Le soldat avait disparu. Il l'appela, balaya les environs avec sa lampe, mais ne trouva que le silence et l'obscurité. Sur la terre meuble, il distingua des traces de pas qui partaient en direction de la route principale. Le jeune homme avait fui. Pourquoi? Sylvain ne comprenait pas, mais il sentait que l'histoire de ces deux-là était bien plus compliquée qu'un simple accident. Il inspecta la voiture. À l'arrière, il trouva la grenade. Il la reconnut immédiatement pour ce qu'elle était, une réplique inoffensive. La situation devenait de plus en plus étrange. Il décida de laisser la voiture là pour le moment.
Sa priorité était la jeune femme qui dormait dans son lit. Il retourna à sa cabane, le cœur lourd de questions sans réponse. Il trouva la mariée endormie, paisible, avec la chatte ronronnant sur sa poitrine. Il s'assit dans un fauteuil et veilla sur elle toute la nuit. Pendant ce temps, Julien titubait à travers la forêt. Sa tête bourdonnait. Quand il avait repris ses esprits, la voiture était vide. Léa n'était plus là. Dans sa confusion, il a cru qu'elle s'était réveillée et s'était enfuie, l'abandonnant. La panique et la honte le submergèrent. Il devait la retrouver. Il courut, sans direction, jusqu'à ce que le bruit lointain de la circulation le guide. Il déboucha enfin sur le bord d'une route départementale, épuisé, couvert de boue, son bel uniforme sali. Il s'assit sur le bas-côté, la tête lui tournait. Une voiture approchait. Il n'eut pas la force de faire un signe. À sa grande surprise, la petite Citroën C3 ralentit et s'arrêta à sa hauteur. La vitre descendit, révélant un visage familier. « Julien Moreau, c'est bien toi ?» Il leva les yeux sans comprendre. La conductrice était Marine Vasseur, une fille de son lycée, plus âgée de 2 ans. Une fille qu'il avait à peine remarquée à l'époque. « Monte, je te ramène, » dit-elle avec une autorité calme. Machinalement, il obéit. L'intérieur de la voiture était propre et sentait bon. Le contraste avec la folie des dernières heures était saisissant. « Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de nulle part, dans cet état ?» demanda-t-elle en redémarrant. Les mots se bousculèrent dans la bouche de Julien. Il lui raconta tout, l'arrivée à Lyon, le mariage, la grenade, l'enlèvement, l'accident. Il s'attendait à du mépris, du dégoût. Mais Marine l'écouta en silence, le visage concentré. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un moment. « Mon père est commissaire de police à Lyon, » dit-elle finalement. « L'alerte enlèvement a été donnée il y a 2 heures. Toute la région te cherche, Julien. » Il sentit un frisson glacial le parcourir. Il n'était plus un amoureux désespéré. Il était un criminel en fuite. « Mais, » ajouta-t-elle, « je me souviens aussi du garçon qui a défendu la petite grosse que j'étais au collège. On va trouver une solution. D'abord, il faut retrouver Léa. » Léa ouvrit les yeux sur un plafond fait de poutres sombres. Une odeur de cire et de feu de bois flottait dans l'air. Elle n'était pas à l'hôpital. Une grosse chatte ronronnait sur sa poitrine. Elle se redressa doucement. Sa tête était douloureuse, mais la douleur était supportable. La porte s'ouvrit et un homme entra. Grand, large d'épaules, avec une barbe de quelques jours et des yeux d'un bleu étonnamment clair. C'était l'homme qu'elle avait vu en rêve, le géant des contes de son enfance. « Bonjour, » dit-il d'une voix douce et grave. « Je suis Sylvain. Vous êtes chez moi. Comment vous sentez-vous » Elle se souvint, le mariage, la fuite, l'accident. « Où est Julien ?» demanda-t-elle, sa voix encore pâteuse. « Il est parti, » répondit simplement Sylvain. Il a dû avoir peur. Il lui tendit une tasse fumante. « C'est une tisane, ça vous fera du bien. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. » Léa prit la tasse entre ses mains. La chaleur du breuvage se propagea en elle, apaisante. Le lendemain matin, Marine et Julien retournèrent sur les lieux. Retrouver la petite route forestière fut une épreuve. Julien n'avait que des souvenirs flous et angoissés. Ils firent plusieurs tentatives infructueuses. « Concentre-toi, » lui disait Marine, patiente. Il y avait des sapins ou des chênes. La route montait. Finalement, un détail lui revint, une vieille croix en pierre au bord de la route, juste avant de tourner. Ils la trouvèrent. Quelques minutes plus tard, ils tombèrent sur la Peugeot encastrée dans l'arbre. La voiture était vide, silencieuse, comme une tombe de métal. Aucune trace de Léa. Le cœur de Julien se serra. Et s'il lui était arrivé quelque chose de pire après son départ ? « Elle ne peut pas être loin, » dit Marine, plus pour le rassurer que par conviction. C'est alors qu'ils entendirent un bruit régulier et puissant, le son d'une hache frappant du bois. Le son venait de plus loin, à l'intérieur de la forêt. Ils se regardèrent et, sans un mot, se mirent en marche dans cette direction. Dans la clairière, Léa était assise sur une souche, une couverture sur les épaules, regardant Sylvain fendre du bois. Il avait insisté pour qu'elle reste se reposer, mais elle avait besoin d'air. Le rythme de ses gestes, précis et puissant, était hypnotique. Il lui avait raconté son histoire par bribes,
la mort de sa femme et de son fils à la naissance, 7 ans plus tôt, sa fuite de la ville et de la civilisation pour trouver la paix dans cette forêt qui était sa seule famille. Léa l'écoutait, fascinée. Cet homme qui avait tant perdu dégageait une force et une sérénité qu'elle n'avait jamais rencontrées. Elle pensait à Antoine, à sa vie trépidante mais vide de sens, à ses conversations sur les cours de la bourse et les nouvelles acquisitions. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait en présence de quelque chose d'authentique, de vrai. Un lien étrange et puissant se tissait entre eux, dans le silence de la forêt, un lien fait de douleurs partagées et de respect mutuel. « Mais il y a quelqu'un !» s'exclama Léa en entendant des bruits de pas. Sylvain posa sa hache et se tourna. Julien et Marine émergèrent des arbres. En voyant Léa, saine et sauve, Julien s'arrêta net, un flot d'émotions contradictoires le submergeant. Le soulagement, la joie, mais aussi une immense culpabilité. Marine s'avança la première. « Léa, tu vas bien ? On t'a cherché partout. » Sylvain se plaça instinctivement un peu devant Léa, comme pour la protéger. Ses yeux bleus jaugeaient Julien, sans hostilité, mais avec une méfiance évidente. « C'est vous, » dit-il simplement, reconnaissant le soldat de la veille. Le regard de Julien passa de Léa à ce géant barbu qui semblait être son gardien. Une jalousie irrationnelle, absurde, le pinça au cœur. Il était venu la sauver, et il la trouvait en paix, aux côtés d'un autre homme. Le sauveur, ce n'était pas lui, c'était cet inconnu sorti des bois. La confrontation eut lieu dans la cabane de Sylvain. L'atmosphère était électrique. Julien, maladroit et rongé par le remords, tenta de s'excuser. « Léa, je suis désolé, je n'ai jamais voulu te faire de mal, j'ai paniqué, j'ai cru que tu étais partie. » Léa l'écouta, le visage impassible. Elle n'était pas en colère, c'était pire. Elle semblait indifférente, comme si les événements de la veille appartenaient déjà à une autre vie. « Ça va, Julien, c'est fini. » Marine prit les choses en main. « Écoutez, la police recherche Julien pour enlèvement. Antoine Fournier a porté plainte. La seule façon de t'en sortir, Julien, c'est que Léa déclare que tu ne l'as pas forcé, que c'était une sorte de mauvaise blague qui a mal tourné. » Elle sortit son téléphone. « On va enregistrer une petite vidéo. Léa, tu dis juste que tout va bien et que tu n'as aucune plainte à formuler. Ça calmera le jeu. » Léa hésita un instant, son regard croisant celui de Sylvain, puis elle hocha la tête. Pendant que Marine filmait la déclaration de Léa, Julien se sentit de plus en plus étranger à la scène. Il avait déclenché un cataclysme pour cette femme, et maintenant elle le sauvait de ses conséquences légales avec un calme déconcertant. Il observa le regard qu'elle échangeait avec le forestier. Il n'y avait rien d'explicite, mais une complicité silencieuse, une compréhension mutuelle qui le laissait complètement à l'extérieur. Il comprit à cet instant. Il avait peut-être enlevé le corps de Léa, mais son esprit était déjà ailleurs, loin de lui, et probablement loin d'Antoine aussi. Son acte désespéré n'avait pas ravivé une flamme. Il l'avait libérée pour qu'elle trouve un autre chemin. La vidéo terminée, Marine la posta immédiatement sur les réseaux sociaux, ajoutant un commentaire apaisant. « La tempête médiatique va se calmer un peu, dit-elle. Maintenant, il faut vous ramener en ville, tous les trois. » Le retour à Lyon fut surréaliste. Sylvain les accompagna jusqu'à la route principale dans son vieux 4x4, après avoir promis de s'occuper de la Peugeot. Le trajet avec Marine et Julien se fit en silence. Léa regardait le paysage forestier s'éloigner dans le rétroviseur, un pincement au cœur. Elle se sentait arrachée à un havre de paix pour être replongée dans un chaos qu'elle ne désirait plus. Marine déposa Julien chez lui conseillant de ne pas bouger en attendant que son père, le commissaire, arrange les choses discrètement. Puis elle ramena Léa. Devant la porte de son appartement, Léa se tourna vers elle. « Merci, Marine, pour tout. »« Ne me remercie pas, » répondit Marine avec un petit sourire triste. « J'ai juste essayé de réparer les dégâts d'un idiot amoureux. Prends soin de toi, Léa. » En rentrant chez elle, Léa trouva sa mère en larmes et Antoine furieux qui l'attendait. La vraie bataille ne faisait que commencer. La confrontation avec Antoine fut brève et glaciale. Il ne s'inquiétait pas pour elle, mais pour son honneur bafoué, pour le scandale qui éclaboussait le nom des Fournier.
comment as-tu pu me faire ça, me ridiculiser devant tout le monde ?» criait-il. Léa le regarda, et pour la première fois, elle le vit tel qu'il était, un homme faible, obsédé par les apparences. « C'est terminé, Antoine, » dit-elle d'une voix calme. La vidéo qu'elle avait faite avait un double effet. Elle disculpait Julien, mais elle la présentait aussi comme complice, annulant de fait le mariage et la plainte. La fureur d'Antoine laissa place à une stupéfaction glaciale. Il ne comprenait pas. Il lui avait tout offert. Il ne pouvait pas comprendre qu'elle avait trouvé, dans une cabane au fond des bois, quelque chose de bien plus précieux que tout son argent, la possibilité d'être elle-même. Il partit en claquant la porte, la menaçant de représailles. Mais Léa ne ressentait plus aucune peur, elle se sentait libre. Dans les jours qui suivirent, le scandale fit les choux gras de la presse locale. L'histoire de la mariée enlevée était sur toutes les lèvres. Paradoxalement, les restaurants Fournier n'avaient jamais eu autant de clients, attirés par la curiosité. Le père d'Antoine, homme d'affaires pragmatique, comprit vite le parti qu'il pouvait en tirer. De son côté, Julien, grâce à l'intervention du père de Marine, s'en sortit avec un simple rappel à la loi. Son avenir militaire était compromis, mais il était libre. Il passait beaucoup de temps avec Marine. Elle était intelligente, drôle, et elle le regardait sans l'ombre d'un reproche. Il découvrait une femme exceptionnelle qu'il n'avait jamais vue, aveuglé par son obsession pour Léa. Lentement, un nouveau sentiment, plus calme et plus solide que sa passion passée, commençait à naître en lui. Il réalisait que parfois, le destin nous ferme une porte pour nous en ouvrir une autre, bien plus intéressante. Une semaine plus tard, un événement inattendu vint rebattre les cartes. Lucie, l'amie de Léa, vint la voir, en larmes. Elle lui avoua que le soir du mariage, anéantie par le stress et après avoir beaucoup bu, elle avait cherché du réconfort auprès d'Antoine, un réconfort qui les avait menés dans la suite nuptiale. Léa écouta le récit de sa meilleure amie qui avait passé la nuit avec son fiancé, sans ressentir de colère, seulement une immense lassitude et une forme de pitié. Le tableau était complet. Elle se leva et alla chercher la chemise que Sylvain lui avait prêtée, qu'elle avait gardée comme un trésor. Elle n'avait plus rien à faire ici. Elle composa un numéro de téléphone. « Sylvain, c'est Léa. J'ai une vieille voiture à récupérer et peut-être une nouvelle vie à commencer. Est-ce que je peux venir ?» Le silence à l'autre bout du fil fut bref. « Je t'attends », répondit simplement sa voix chaude. Quelques mois passèrent. L'automne dora les feuilles de la forêt du Pilat. Léa ne retourna jamais en ville. Elle avait trouvé sa place aux côtés de Sylvain, dans une vie simple, rythmée par les saisons. Elle apprenait à reconnaître le chant des oiseaux, à jardiner, à trouver la paix dans les petites choses. L'homme brisé qu'elle avait rencontré guérissait à son contact tout comme elle guérissait au sien. Ils étaient deux âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans le fracas d'un destin imprévu. À Lyon, la vie avait aussi repris son cours. Antoine, mis devant le fait accompli d'une paternité imminente, avait épousé Lucie, un mariage de raison pour sauver les apparences, mais qui, contre toute attente, semblait fonctionner. Les deux ambitieux s'étaient bien trouvés. Le père d'Antoine était ravi d'avoir enfin un héritier en route, et le scandale était oublié, remplacé par un nouveau chapitre plus respectable. Julien, de son côté, avait quitté l'armée. Il avait entamé une reconversion dans l'informatique, une passion qu'il avait mise de côté par amour pour Léa, qui étudiait l'économie. Il avait retrouvé le chemin de ses propres rêves. Marine était à ses côtés. Leur relation, née dans la crise, s'était révélée d'une solidité à toute épreuve. C'était elle qui l'avait aidé, soutenu et poussé à se réinventer. Il la regardait maintenant avec des yeux neufs et voyait en elle non seulement son amour, mais aussi son avenir. Il avait fallu ce chaos, cette folie destructrice, pour qu'il comprenne enfin ce qu'était le véritable amour. Non pas une obsession possessive, mais un partenariat, un soutien mutuel. Il avait perdu son amour d'enfance, mais il avait gagné une femme pour la vie. Parfois, la plus grande défaite se révèle être la plus belle des victoires. Même la mère de Léa, d'abord dévastée par la décision de sa fille de renoncer à un mariage si avantageux, avait trouvé son propre bonheur. Lors de la débâcle du mariage, c'est l'oncle d'Antoine,
un homme plus discret et plus sincère que le reste de la famille, qui l'avait consolé et raccompagné. De cette rencontre improbable était née une relation tendre et apaisée. Chacun, à sa manière, avait été bousculé par l'acte fou de Julien, et chacun en était ressorti transformé, souvent pour le mieux. C'était comme si le geste de Julien, en brisant la façade d'un mariage arrangé, avait permis à la vérité des cœurs de se révéler enfin, créant de nouvelles unions plus authentiques et plus solides que celles qui étaient prévues. La vie, avec son ironie mordante, avait réécrit tous les scénarios. Les destins s'étaient croisés, brisés, puis réassemblés en une mosaïque inattendue mais finalement plus harmonieuse. La veille du Nouvel An, la neige se mit à tomber sur la forêt, recouvrant la cabane de Sylvain d'un épais manteau blanc. À l'intérieur, un feu crépitait dans la cheminée. Léa, vêtue d'un simple pull en laine, regardait les flocons danser par la fenêtre. Elle n'avait jamais été aussi heureuse. Sylvain s'approcha et l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « À quoi tu penses » murmura-t-il. « Je pense que la vie est étrange, » répondit-elle en se tournant pour lui faire face. « Parfois, il faut qu'un monde s'écroule pour qu'on puisse en construire un meilleur. » Il sourit, ses yeux bleus brillant à la lueur des flammes. Il sortit de sa poche une petite boîte en bois qu'il avait sculptée lui-même. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de diamant, mais un simple anneau tressé avec des fils d'argent. « Je ne peux pas t'offrir de château, Léa Dubois. Juste une forêt, une cabane et tout mon cœur. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux de Léa, des larmes de joie pure. Elle passa ses bras autour de son cou. « Oui, murmura-t-elle, 1000 fois oui. » Il lui glissa la bague simple et magnifique au doigt. Elle était infiniment plus précieuse que le diamant d'Antoine. Elle était le symbole d'un amour vrai, né dans l'imprévu, un amour qui n'avait pas besoin d'artifice. Au même moment, à Lyon, Julien et Marine trinquaient au champagne sur un balcon surplombant la ville illuminée. « À notre avenir, » dit Julien en embrassant tendrement celle qui était devenue son évidence. L'histoire avait commencé par un acte de désespoir, une tentative de voler un bonheur qui n'était pas le sien. Elle s'achevait sur la naissance de deux amours véritables, plus forts et plus justes. Le chaos avait engendré l'harmonie, la folie avait mené à la sagesse, et tous avaient appris que le cœur a ses raisons, que la raison parfois a tort de ne pas écouter. Ainsi, l'enlèvement spectaculaire d'une mariée a finalement conduit chacun sur le chemin de son propre bonheur. Le coup de folie de Julien, destiné à récupérer un amour perdu, a paradoxalement permis à tout le monde de trouver sa véritable place. Léa a découvert l'amour authentique avec Sylvain, Julien a trouvé une partenaire de vie en Marine, et même les antagonistes de l'histoire ont trouvé un arrangement qui leur convenait. C'est la preuve que même les événements les plus destructeurs peuvent porter en eux les germes d'un renouveau inattendu. Cette histoire nous rappelle que le destin est imprévisible et que parfois le plus grand des chaos est nécessaire pour remettre de l'ordre dans nos vies. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et à partager vos réflexions en commentaire. Pensez-vous qu'un geste aussi fou peut être pardonné au nom de l'amour ?